Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart. Tous les jours, en direct, du lundi au vendredi. Très heureux de vous retrouver avec vos rubriques habituelles. Bien dans son job, comment dans ce contexte de crise sanitaire reprendre des voyages d'affaires? C'est vrai que c'est un secteur qui pique du nez pour faire ce vilain jeu de mots. On en parle dans quelques instants. Ça, Smart et Réglo, notre rubrique juridique, conseil d'un avocat pour bien gérer vos entretiens d'embauche. Bah oui, c'est un moment important et vos entretiens professionnels. Ça, c'est obligatoire, c'est dans la loi. On fera le point avec lui dans quelques secondes. Une petite pause café, vous connaissez notre rendez-vous, c'est avec Fanny Griesmer. Bon, on fait une pause café, mais on va quand même parler des salaires. Bah oui, est-ce qu'ils vont progresser, ces salaires? Un petit peu, il y a plusieurs études contradictoires d'ailleurs. On fera le point, en tout cas, ces salaires, c'est le nerf de la guerre. Et puis le cercle RH, le télétravail, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Et ici, sur ce plateau, où en sommes-nous exactement? Vers quel monde du travail nous dirigeons-nous? On fera le point avec des experts et des spécialistes de ce sujet. Puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, eh bien recruter pour former, c'est une autre manière de recruter. On fera le point avec un cabinet de recrutement. Mais d'abord, bien dans son job, et on parle des voyages d'affaires. Bien dans son job, enfin plus ou moins, quand on parle des voyages d'affaires, c'est un peu compliqué ces derniers mois. Évidemment, la crise Covid est passée par là. On en parle avec Xavier Carme. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur sécurité Europe, Moyen-Orient, Afrique d'International SOS. Alors on avait reçu le médecin qui est dans votre entreprise SOS International qui nous avait parlé des vaccinations, de l'organisation. Là, on va parler de sécurité avec vous, c'est une de vos spécialités. D'abord, sur la masse, c'est une évidence, le voyage d'affaires, c'est casser la figure, c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, c'est très difficile pour un cadre supérieur, de faire ce qu'il faisait en février, c'est-à-dire d'aller voir un client, un fournisseur, un prestataire, une filiale. C'est quasiment impossible. C'est inédit, effectivement. On a ces flux qui sont quasiment à l'arrêt et des challenges comme on n'en a jamais eu pour fournir à ces entreprises, à ces cadres, une information de qualité qui leur permette de décider ou non de reprendre les déplacements. Quand vous dites une information de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce qu'on veut savoir quand on part en voyage, c'est je suis testé à l'arrivée, de quel papier j'ai besoin, c'est tout ça en fait. C'est exactement ça. On est passé d'un environnement où les voyages se faisaient avec une revue des règles sanitaires, mais qui était assez légère, sauf vers des environnements à risque, à une revue des risques sanitaires et sûreté qui est extrêmement détaillée. Parce que si vous prenez par exemple l'expérience d'un voyageur qui va se rendre en Belgique, en fonction de la durée de son séjour en Belgique, en fonction de son âge, en fonction de différents critères, il va falloir adapter son déplacement et il va falloir avoir une information recoupée pour savoir quels sont les tests, quelles sont les mesures qui vont s'appliquer à cette personne. Donc, attendez, pour être précis, ça veut dire que votre job, vous, Xavier Carme de SOS International, c'est de prendre pays par pays et d'avoir un tableau de bord qui dit, attention, en Belgique, c'est tant, en Thaïlande, c'est tant. C'est ça aussi C'est exactement ça. C'est être capable d'avoir en temps réel, donc c'est un travail d'analyse énorme, un répertoire des mesures qui s'appliquent à quelqu'un qui rentre dans un pays, mais également à quelqu'un qui se déplace au sein de son pays. Évidemment. Donc c'est complexe. C'est complexe, ça veut dire que tout évolue, parce qu'on voit que la crise fait évoluer les législations, donc vous êtes aussi obligé de suivre au plus près de ce qui se dit au ministère de la Santé américain, chinois, japonais, enfin tous les pays où il y a des cadres. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un décideur que vous accompagnez va dire « j'autorise ce cadre à y aller » Il faut vraiment un motif très valable. Alors, il faut un motif très valable. Aujourd'hui, on n'est vraiment que sur du business essentiel, voire du business essentiel, c'est ce qui fait que l'autorisation de voyager du collaborateur va souvent remonter jusqu'au niveau du board, jusqu'au niveau du comité. Ce qui n'était pas le cas avant, on est d'accord. Non, ce qui n'était pas le cas avant, sauf pour des gens qui allaient vers des pays à risque élevé. Par exemple, quelqu'un qui va au Pakistan ou en Afghanistan ou dans le nord du Mali. Là, aujourd'hui, même pour des déplacements qu'on aurait jugés simples autrefois, il y a quelques mois, on a une remontée de l'autorisation et une revue de l'ensemble des circonstances dans lesquelles le voyage va se faire. Est-ce qu'il faut un test PCR, de combien de jours, est-ce que la personne va pouvoir rester dans un hôtel, est-ce qu'elle va pouvoir se restaurer? Est-ce qu'elle va pouvoir se restaurer? Non mais vraiment, quel est son droit d'exercer un retrait par rapport à ce déplacement, si elle considère qu'elle risque d'être exposée de façon... C'est exact. Donc c'est très compliqué. Les pays les plus difficiles pour vous, qui est un
expert qui finalement fait de l'analyse et qui apportez à vos clients une analyse la plus fine possible. États-Unis, par exemple, c'est un pays dans lequel évidemment beaucoup de cadres partent. C'est très compliqué. Je vois lever les yeux au ciel. Et États-Unis, oui. D'ailleurs, je peux vous citer un exemple. On a aidé un chef d'entreprise à préparer un voyage de 5 jours à travers plusieurs États. Et ça a été un vrai jeu de Cluedo pour nos équipes pour se dire par quel endroit, un peu par quelle pièce de l'appartement, il va pouvoir, par quel État il va pouvoir rentrer dans les États-Unis pour que, en fonction des règles d'État en État, en termes de tests, en termes de quarantaine, il puisse faire toute sa mission, revenir en France en réduisant au maximum l'impact sur son... Oui, parce que ce qui complique votre tâche, c'est que par État, il y a des règles différentes. Exactement. Il y a les États où on a le masque obligatoire, d'autres pas. Exactement. Donc en fait, comment vous avez géré ce voyage ? Il l'a fait d'ailleurs ? Il l'a fait, beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire d'informations de terrain, d'informations publiques, l'OMS, les sites du ministère américain des Affaires étrangères, nos médecins, on a une équipe d'analyse qui est quand même assez étoffée. Et effectivement, c'est du travail du cousu humain, parce qu'on va adapter au voyageur, à son profil, à ses priorités, notre conseil, pour que ce soit vraiment du sur-mesure. Donc ça veut dire que votre cadre supérieur chef d'entreprise, il a un roadbook comme pour le Paris-Dakar, et il sait que dans tel état, il faut faire ça, dans celui-ci, il devra faire ça, c'est ça exactement. Exactement. Y compris le what if, qu'est-ce qui se passe si j'ai des symptômes. Exact. Dans quelle structure médicale puis-je aller pour être pris en charge? Combien de temps ils vont me garder? Combien ça coûte? Parce que aux États-Unis, c'est un sujet. Évidemment, combien ça coûte? Il n'a pas été. Non, il n'a pas eu de symptômes. Il n'a pas eu de symptômes, il a fait son voyage, mais on avait l'impression d'assister au lancement d'Apollo 13. Et pour une résolution de notre petite histoire, est-ce qu'il a eu gain de cause sur le plan commercial? Il a réussi son coup? Alors on ne sait pas, on ne nous dit pas. Ça, vous nous sommes là pour accompagner, on est dans l'enablement, on est là pour accompagner, mais les secrets d'entreprise, c'est les secrets d'entreprise. Quelques mots, c'est un territoire que vous connaissez bien dans votre vie précédente, l'Asie. On nous a dit, mais finalement, il y a certains pays, Corée du Sud par exemple, où il n'y a pas de souci, il y a eu très peu de contamination. Est-ce que les règles asiatiques, est-ce que la manière de gérer ce Covid est différente, ou est-ce qu'on est réellement dans une uniformisation, mondialisation de cette crise? Non, je pense que les règles ont été différentes, enfin la posture a été différente. Je ne suis pas un spécialiste de la Corée du Sud, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils ont pratiqué un confinement très strict des personnes qui étaient symptomatiques et une traçabilité des cas contacts qui était très tôt. Et ça, Testé, isolé. Ça, c'est la Chine, par exemple, aujourd'hui, parce que la Chine, on sait qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise et de cadres supérieurs, il y a beaucoup de filiales, il y a beaucoup d'entreprises en Chine qui travaillent avec la France. Comment on fait là quand un cadre vous dit j'ai pas le choix, il faut que j'aille voir mes produits sur place, même si on les a en visio, même si on peut les voir en caméra, je veux les toucher, je veux les sentir. Comment on fait pour la Chine? Alors on peut y aller. On fait pour la Chine ou on fait pas? Ouais, on fait. On fait avec des contraintes qui sont très lourdes. Par exemple, je prendrai un exemple, les familles d'expatriés qui avaient quitté la Chine pendant le pic et qui sont revenus ont été soumises à des durées de quarantaine qui étaient très longues dans des structures d'État, des hôtels d'État. Quoi, 20 jours, 30 jours? Oui, c'est de cet ordre-là. Donc, avec une pression psychologique quand même assez forte. Si vous imaginez être avec des jeunes enfants cloîtrés dans un endroit où vous ne parlez pas forcément chinois. C'est contraignant, Et psychologiquement, ça a un impact sur les expatriés d'entreprise, c'est sûr. Il nous reste encore un petit peu de temps, Xavier Carne. La prospective, c'est quoi pour les voyages d'affaires? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de basculer, c'est une question que je pose souvent sur ce plateau, dans un nouveau modèle économique, ou est-ce qu'à un cas, on va revenir à un modèle un peu équivalent de celui qu'on connaissait à partir de janvier 2020, où tout allait bien? Non, je crois qu'on va mettre beaucoup de temps avant de retrouver un rythme tel que celui qu'on connaissait avant Wuhan, on va dire. Ça va prendre beaucoup de temps. Ce que ça implique, c'est que, notamment pour les DRH, c'est qu'ils ont pris une importance considérable. Ils se sont retrouvés chargés de missions inédites, depuis effectivement édicter les règles pour le déplacement, mais également le retour au travail, la prophylaxie, tout ce qui est, comme on en parlait tout à l'heure, l'autorisation, le droit de retrait ou pas. Ils ont quand même une fonction encore plus centrale là aujourd'hui. Plus que jamais. Et ils ont travaillé en bonne intelligence avec les directeurs sûreté. C'est ce qu'on a pu remarquer. C'est un binôme qui a bien fonctionné. Oui, parce que pour ces sujets-là, il y a le DRH qui va avoir des règles en droit du travail, droit de retrait ou pas. Puis ensuite, il y a des règles de sécurité qui s'appliquent. Et là, il n'a pas de compétences. Exactement.
Alors que c'est vers vous qu'on se tourne, j'imagine. Oui, mais en fait, c'est ça, il y a un continuum santé-sécurité qui se fait au sein de l'entreprise, avec le DRH au centre aujourd'hui, en tout cas pour cette crise, il est en pilotage, avec un directeur médical quand il est présent, le directeur sûreté, et puis c'est un travail collectif, hein, parce que vous imaginez bien la quantité de données qu'il faut brasser et la complexité des décisions. Juste d'un mot quand même. Tous les jours, ça change les règles? Vous qui suivez ça de près, est-ce que tous les jours, vous devez, je dirais, voilà, nourrir cette base de données parce qu'elle change, ça bouge? Oui. Même en France, on le voit. C'est 24 heures sur 24. On a ce qu'on appelle Des alertes un score permanentes d'impact Covid pour les voyageurs entrants et un score d'impact Covid pour les voyageurs domestiques. Et ça change sans arrêt. Ce qui veut dire qu'on a des équipes d'analyse étoffées, médecins. Temps réel. Temps réel. Temps réel, peut-être pas exagérer, Bon, mais en tout cas, dans la journée, les changements s'appliquant à un voyage sont pris en compte. Et puis, encore une fois, nous traitons de l'entreprise, mais de l'individu. C'est-à-dire qu'il nous faut tailler sur mesure par rapport au profil de risque de la personne, par rapport à l'urgence de sa mission. Donc c'est à chaque fois des arbitrages aussi entre la fonction, la mission, l'importance et les dangers et les difficultés d'accéder au pays. Voilà, c'est accompagner l'entreprise par une bonne information pour prendre la bonne décision. Autant dire que parfois c'est des casse-têtes. Merci Xavier Carne d'être venu sur notre plateau, directeur sécurité Merci Europe, infiniment. Moyen-Orient et Afrique d'International SOS, entreprise qui était déjà venue sur notre plateau, mais là pour parler de langue médicale. Là aujourd'hui on parlait de ces voyages d'affaires et de la sécurité, vous l'aurez compris. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite c'est Smart et Réglo, vous savez c'est notre fenêtre juridique. On parle des entretiens professionnels, ce n'est pas les entretiens annuels qui ne sont pas obligatoires, on parle bien des entretiens professionnels. Un avocat nous rejoint dans quelques instants. Smart et Réglo, notre rubrique juridique. C'est intéressant d'avoir un éclairage, un point précis, technique, grâce à des avocats qui viennent sur notre plateau. C'est un vrai plaisir de les accueillir. Nous accueillons aujourd'hui Maître Guillaume de Saint-Cernin. Bonjour, ravi de vous accueillir sur le plateau. Avocat associé au sein de cabinet BG2V et spécialiste en droit social. Alors, on a déjà fait, non pas une rubrique, puisqu'elle est toute nouvelle, on a déjà parlé de l'entretien professionnel qu'on doit distinguer, on va le dire tout de suite, de l'entretien annuel. Exactement. L'entretien annuel n'est pas obligatoire. Exactement. On est d'accord. Conseillé, mais il n'est pas obligatoire. Donc nous, on s'intéresse à l'entretien professionnel. D'abord, quelle est son utilité? Quel est le but? Parce que j'ai vu que ça partait d'une loi 2014. Absolument. Racontez-nous. Donc l'entretien professionnel, l'objectif, c'est de mesurer le parcours professionnel du salarié dans l'entreprise, de mesurer son employabilité et de s'assurer que les compétences et la formation du salarié sont en adéquation avec son poste. D'accord, donc ça c'est une obligation. Le délai, on met le Covid de côté, restons Absolument. dans la règle de droit, puis on verra ensuite les règles qui ont changé. Donc c'est une loi qui est entrée en vigueur en 2014 et qui prévoit l'obligation tous les 2 ans de mener un entretien professionnel. Et ensuite, au bout de 6 ans, on a ce qu'on appelle un entretien bilan, dont l'objet est de faire un point, un état des lieux sur le parcours du salarié dans l'entreprise. As-tu fait la formation? Qu'en as-tu tiré? Absolument. As-tu progressé dans ton Exactement. poste? C'est tout cela. Quels sont tes désirs? Comment est-ce que tu veux évoluer au sein de l'entreprise? Quelles sont les formations que tu as suivies? Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait donc cette obligation d'avoir cet entretien tous les 2 ans, qui lui peut être aménagé par un accord collectif, on en parlera après. En revanche, il y a l'entretien bilan d'état des lieux qui, lui, doit avoir lieu tous les 6 ans et qui n'est pas aménageable. Pas aménageable, dont on parle peu, si je peux me permettre. On en parle peu de celui-là. Il est fait, on s'est respecté ou pas, vous qui êtes un avocat? On voit, c'est respecté à moitié, disons. C'est ça. On voit qu'il y a une étude fin 2019 qui a démontré que 57% des salariés déclaraient avoir passé ces entretiens professionnels. Quand on regarde par catégorie socio-professionnelle, on voit que 75% des cadres ont passé cet entretien, contre 40% seulement des ouvriers. Et dans les entreprises de plus de 1000 salariés, on voit qu'il y a 22% des salariés qui n'ont pas eu cet entretien, donc presque un quart des salariés qui n'ont pas eu. J'allais dire, même dans les très grandes entreprises où on imagine qu'il y a un service RH qui est puissant, même là, il y a quand même 22% qui passent à travers les mailles. Exactement. Alors là, maître, c'est intéressant et en même temps difficile. La crise Covid a décalé ces dates parce qu'il y a des dates butoirs, il y a des délais. On en est où aujourd'hui du droit là? Alors, comme la loi est entrée en vigueur en mars 2014, on devait faire cet entretien en mars 2020. Maximum 15 mars, c'est ça Maximum, ouais, mi-mars. Mi-mars, absolument. Comme il y a eu ce confinement, ce premier confinement, il y a eu une première ordonnance début avril qui avait retardé l'échéance au 31 décembre 2020. Et puis, la situation financière ne s'étant pas totalement améliorée,
il y a eu un second confinement, il y a eu cette règle du télétravail à 100% lorsque c'est possible. Et donc, il y a eu cette seconde ordonnance début décembre qui a repoussé l'échéance au 30 juin 2021. Donc, ça veut dire que le chef d'entreprise, le DRH, l'employeur, a jusqu'au 30 juin pour faire passer tous ses salariés en entretien professionnel. Exactement. Enfin, tous les 2 ans, on est bien d'accord. Exactement. Juste d'un mot, parce que pour les salariés, on avait fait une émission, il y a une confusion, il y a l'entretien annuel, et certains le confondent avec l'entretien professionnel. Celui-ci est beaucoup plus codifié, si j'ai bien compris. Oui, l'entretien professionnel est prévu dans le Code du travail. Il y a un article au moins assez étoffé qui en parle et qui prévoit quelle est l'information qu'on doit donner aux salariés, quel est l'objet de l'entretien professionnel. Et il y a même une obligation d'établir un compte-rendu écrit qui doit être conservé justement pour cet entretien bilan qui a lieu tous les 6 ans pour qu'on ait un vrai suivi de l'évolution. Une question pour les chefs d'entreprise qui ne respectent pas l'entretien professionnel ou qui ne le font pas. Sanctions financières ? Sanctions financières pour les entreprises de plus de 50 salariés. Si elles n'ont pas respecté ces obligations, elles doivent spontanément abonder le compte personnel de formation de chacun des salariés concernés à hauteur de 3 000 € par salarié. Donc on prend l'exemple, nous on a eu le cabinet, c'est pas mal. Ouais. On a eu l'exemple d'une PME de 300 salariés, ça fait 900 000 €. Donc elle a dû débourser 900 000 € répartis sur les On n'est pas encore arrivé aux exigences parce qu'on a ce fameux délai jusqu'au 30 juin. Mais oui, techniquement, on doit pouvoir abonder spontanément et si on ne le fait pas ou si l'abondement n'est pas suffisant, il peut y avoir un contrôle de la directe qui peut amener à une majoration à hauteur de 100%. Donc ça veut dire que les chefs d'entreprise sont dans l'obligation d'envoyer leur relevé, ou les DRH, de compte-rendu d'entretien professionnel envoyé à la directe pour être précis. À l'OPCO, d'accord. Absolument, ouais. On ne dit plus OPCA, mais c'est les OPCO. Exactement. Avant le 1er mars de chaque année, il faut déclarer le nombre de salariés pour lesquels l'abondement a eu lieu et vérifier. Le montant, absolument. Vous parliez d'un accord collectif, vous vouliez en dire quelques mots, c'est important ça. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut aménager par accord collectif cette périodicité des 2 ans. On a, je le rappelle, un entretien tous les 2 ans, plus un entretien bilan tous les 6 ans. L'entretien bilan, lui, ne peut pas être ne peut pas être reporté dans le temps. On a vraiment cette régularité. En revanche, l'entretien professionnel, qui normalement a lieu tous les 2 ans, lui peut être aménagé. Et donc, on voit des accords collectifs qui, pour que les entreprises respectent cette obligation, ont prévu, par exemple, des périodes transitoires en disant jusqu'au 30 décembre ou maintenant jusqu'au 30 juin 2021, on aura simplement un entretien et pas un tous les 2 ans plus le bilan au bout de 6 ans. Un entretien global. Vous voyez, comme ça, on fait le mariage entre l'annuel et le professionnel, c'est bien ça. Oui, alors entre l'entretien annuel reste très spécifique. D'accord. Mais entre cet entretien qui normalement est tous les 2 ans plus le bilan, on en fait un jusqu'au 30 juin et après on tombe sur une régularité plus importante. D'accord. Juste un mot parce qu'on parle des chefs d'entreprise qui ne respectent pas les règles, mais souvent ils les respectent. Le salarié qui ne veut pas aller à l'entretien, qui tourne Kazakh, quelle est la marge ? Alors a priori, il n'y a pas de... D'abord, c'est un entretien qui est au bénéfice des salariés. Normalement, oui. Normalement, oui. Ouais. Donc la loi ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect. En général, ils y vont, les salariés. En général, ils y vont. Mais s'ils n'y vont pas, a priori, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues par le Code du travail. D'accord, donc on l'a bien compris. Aménager avec un accord, si ça c'est possible, mais c'est tous les 2 ans, à date butoir du 15 mars pour essayer de se résumer, avec ce fameux entretien très sincèrement que peu de salariés connaissent, qui est l'entretien des 6 ans. Là c'est un bilan DRH, on vous dit voilà, tu as fait la formation, tu as eu le temps de la faire. Là aussi ça pose une question du salarié qui peut répondre mais moi attendez, j'ai pas eu le temps, j'ai trop de charges de travail. Bien sûr. Comment ça se passe là ? Alors, sinon c'est très formel. Oui, c'est très formel, mais il faut savoir aussi que c'est un vrai intérêt pour l'entreprise. Donc elle doit permettre à ses salariés de se former et de s'adapter à l'évolution de leurs emplois, puisque c'est l'une des obligations qui, de toute façon, pèse sur l'employeur, de s'assurer que ses salariés sont formés, sont adaptés à l'évolution de leur emploi. Donc, pour les entreprises, il y a un vrai enjeu et un vrai intérêt à laisser leurs salariés bénéficier de ces formations. Et profiter de ces formations grâce, non pas aux OPCA, mais aux OPCO, vous l'aurez compris. Il y a juste une lettre qui a changé, c'était la réforme Macron de la formation, si je ne m'abuse. Exactement. Qui a eu lieu, menée par le président de la République. Merci Guillaume de Saint-Cernin d'être venu sur notre plateau, avocat associé au sein du cabinet BG2V. Merci à vous. Et vous êtes spécialiste en droit du travail. Vous revenez, droit social, vous revenez quand vous le voulez pour nous éclairer. Avec plaisir. On va faire une petite pause, si vous en êtes d'accord. La pause café, c'est avec Fanny Griesmer, vous connaissez notre rendez-vous. Là, on va faire une pause café, mais un petit peu dans le cadre d'un entretien, parce qu'on va parler salaire. Bah oui, il faut parler salaire, c'est le début de l'année. Pause café, c'est tout de suite.
Une pause café. Bah oui, mais c'est pas une pause café avec Fanny Griesmer aujourd'hui à la machine à café. Bah non, je vais peut-être vous décevoir, hein, Fanny. C'est pas la machine à café parce que là, on parle salaire. Ah oui, c'est plutôt formel. Vous avez vu, ça fait écho d'ailleurs un petit peu à l'entretien qu'on vient d'avoir avec l'avocat hein, sur les entretiens professionnels. Là, c'est les formations. Là, on parle du salaire. Bonne ou mauvaise nouvelle? Est-ce que vous êtes venu nous apporter des bonnes nouvelles? Je suis venue avec des bonnes nouvelles en ce lundi matin. On le sait tous, hein, le salaire, c'est le nerf de la guerre. Une question vraiment essentielle, fondamentale pour plus de 25 millions de salariés français qui reçoivent chaque mois une fiche de paye. Donc cette bonne nouvelle, plus 2,2%, et bien figurez-vous que c'est l'augmentation moyenne des rémunérations prévues en 2021. Une prévision plutôt optimiste, je trouve, surprenante dans ce contexte de crise. En tout cas, c'est ce que révèle la dernière enquête Salary Budget Planning conduite auprès de 18 000 répondants par Willis Towers Watson, le leader mondial en conseil, courtage et solutions. L'an dernier, les entreprises ont été contraintes de revoir à la baisse les revalorisations salariales. Logique. Un taux moyen de 2% en 2020, donc c'était quand même plutôt favorable, contre 2,5% prévu initialement, en raison, bien sûr, vous l'aurez compris, de la pandémie et de ses effets collatéraux. L'enquête révèle aussi que si en 2020, près d'un quart des entreprises du secteur privé ont procédé à un gel des salaires, elles sont moins nombreuses à le prévoir en 2021, seulement 9%. Alors, il y a une question que je vais poser, on va creuser cette affaire, hein, ce chiffre qui est présenté dans cette étude, c'est du brut, c'est du net, c'est un vrai débat chez les salariés. Sincèrement, je pense que c'est du brut. On est sur du brut, je pense aussi. On est sur une moyenne aussi, parce que tous les secteurs ne seront pas impactés de la même manière. Parmi les entreprises les plus prudentes, on va retrouver les secteurs qui sont les plus impactés par la pandémie, comme l'automobile, le tourisme, la construction ou encore l'immobilier. À l'inverse, on a les entreprises des secteurs de la finance, de l'assurance, de la fintech ou encore du conseil au sens large, qui, elles, sont beaucoup plus optimistes. On l'a vu récemment, d'ailleurs, sur ce plateau, avec les métiers de la tech qui passent de 40 000 à 80 000, avec une vraie demande. On se dit qu'on s'est trompé de secteur. Voilà, il faut quand même avoir fait un petit peu d'informatique et de data, parce que c'est un petit peu le mot porteur. Quelques mots, parce que je sais que vous avez préparé, c'est assez fin, parce qu'il y a un vrai débat sur la rémunération des patrons du CAC 40, qui n'ont pas qu'une seule rémunération, mais plusieurs, une part variable, un salaire, et puis des primes et des bonus, tout ça est très compliqué. Ils progressent, les salaires des patrons du CAC aussi? Alors non, pas vraiment. On pourrait dire que les grands patrons ne connaissent pas forcément la crise. C'est vrai que l'envolée des salaires a été un petit peu freinée dernièrement par la crise. 10% de moins en 2020 chez les patrons du CAC 40 français. C'est en tout cas l'estimation du cabinet spécialisé Proxinvest. Pourquoi cette baisse? Eh bien, déjà, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont renoncé à une partie de leur bonus dans ce contexte de crise. Certains dirigeants ont aussi renoncé à un quart de la part fixe de leur rémunération l'an dernier. Certains pendant quelques mois, d'autres sur le plus long terme. C'est le cas notamment chez Safran, Air France, LVMH ou encore chez Michelin. Un signe de solidarité, bien sûr, avec certains de leurs salariés placés en chômage partiel, qui ne touchaient alors que 84% à l'époque de leur salaire net. Et puis pour montrer l'exemple aussi, alors qu'ils demandaient des prêts garantis par l'État. C'est vrai que c'est important de montrer l'exemple quand on est au sommet de la pyramide. Un dernier mot sur ces salaires, peut-être, pour se projeter? Je ne sais pas si vous le saviez, vous, ni vous, Arnaud. Je ne savais pas, forcément. Outre-Manche, il y a une date symbolique où l'on dénonce les écarts de salaire. C'était la semaine dernière, le 6 janvier, avait lieu l'édition 2021 du Fat Cat Day, que l'on pourrait traduire par le jour des gros bonnets. Pourquoi le 6 janvier ? Eh bien, selon le think tank qui est à l'origine de cet événement, c'est à cette date que les grands patrons britanniques ont déjà atteint le revenu moyen par an, donc revenu moyen outre-Manche, l'équivalent de 37 732 €, soit en 6 jours de travail seulement. Ça laisse songeur. Oui, c'est ça. Donc, les patrons bien rémunérés, évidemment, et pendant que les autres vont devoir travailler 1 an. Le Fat Beaucoup 4. plus longtemps, effectivement. Le Fat 4, c'est ça, les gros bonnets. Le Fat 4. Et puis demain, d'ailleurs, je vous le signale dans le cercle RH, pas aujourd'hui, mais demain, on parlera des conseils d'administration, de leur parité et des conseils de rémunération qui décident justement du salaire des grands patrons, des patrons du CAC. On fera le point justement sur cette parité. Fanny, c'était un plaisir. Quand vous venez dans votre petite hotte avec des bonnes nouvelles, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc, soyez vigilants. En tout cas, si vous vous appliquez sur ce chiffre, c'est 2,2, à savoir si c'est brut ou net, ce qui est une autre question. Fanny, on Puis à voir en fin d'année aussi. Et voir en fin d'année la réalité des faits, évidemment. Merci pour cette petite pause café. Merci à vous. On se retrouve demain, Fanny, évidemment, pour une nouvelle chronique. On fait une courte pause et puis juste après, c'est le cercle RH, notre débat. On va s'intéresser au télétravail. Vous allez me dire, mais pourquoi on en parle autant ? Parce qu'on
est un peu au milieu du gué. Vers quel monde nous dirigeons-nous? Est-ce qu'on va pérenniser ce télétravail ou est-ce que ce télétravail reflue avec un retour, j'allais dire, à un travail classique? On réponse dans quelques instants avec nos experts. On fait une pause et on se retrouve juste après. Le Cercle RH, notre débat quotidien avec mes invités présentiels et en visio. Je vous les présente, on va parler du télétravail. Vers quel monde nous dirigeons-nous? C'est pas facile à dire et puis c'est pas facile à faire aussi parce que c'est vrai que beaucoup considèrent qu'il faut évidemment pérenniser ce télétravail, d'autres considèrent qu'il faut peut-être revenir à des normes plus classiques et traditionnelles et puis au milieu certains disent il faut hybrider. C'était le cas de l'Association nationale des DRH qui disait c'est un 3-2 jours parce que les salariés en ont besoin. Ça ressemble un peu à un maquis et puis en plus il y a eu un accord, un accord national interprofessionnel non contraignant qui a essayé lui aussi d'apporter sa petite contribution. Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair. Où en sommes-nous de ce télétravail? Est-ce que vous êtes en train de nous regarder de chez vous avec un petit écran ou est-ce que vous êtes au travail et auquel cas vous êtes revenu dans vos murs? C'est une question. On en parle avec une avocate, Sabrina Kemel. Bonjour Sabrina. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. On écoutera votre point de vue aussi parce que vous avez des points de vue. Je lis vos points de vue sur LinkedIn. Parfois vous tranchez, vous ne faites pas que du droit. On écoutera On tranche. Vous tranchez parfois. Merci d'être là en tout cas. Sabine Parisi, merci d'avoir répondu à notre invitation. DRH Défi et vice-présidente et présidente du groupe ANDRH Neuilly-Levallois-Clichy. Et vous êtes évidemment dans ce pôle de direction à la NDRH. EFI, c'est de la rénovation énergétique. Oui. Alors à la fois avec des salariés qui récupèrent des demandes. Donc là, on va peut-être parler de télétravail avec vous. Et puis en même temps des opérateurs qui eux sont sur le terrain. Et là, c'est évident qu'il est quand même difficile de faire de la rénovation énergétique à distance. Ça, ce sont des salariés, des techniciens, des ouvriers. Et puis avec nous, on a une entreprise. Alors, elle a fait, le choix ce qu'on appelle le full remote. J'adore utiliser ce mot, le full remote. Anthony Lambert, vous êtes le cofondateur de Bond Manager. Est-ce que je l'ai bien prononcé, Bond? Presque. Bond Manager. Ah, c'est Bond. Oui, c'est ça. Vous l'avez fait exprès de mettre un mot compliqué? Voilà, pour nous retenir. C'est exactement ça. Donc, c'est une stratégie. 32 collaborateurs, on est d'accord? Toujours 32 collaborateurs, et vous êtes dans les métiers dédiés aux sociétés de conseil, d'ingénierie, SS2I. D'abord, commençons par vous, puisque vous êtes à distance et puis que vous avez choisi le full remote. C'est très critiqué, le full remote. Full remote, c'est 100% télétravail, c'est-à-dire que vos salariés sont chez eux ou dans ce qu'on appelle des lieux tiers. D'ailleurs, on en parlera sur ce plateau, parce que ce lieu tiers se développe de plus en plus. Ce n'est pas forcément la maison. Vous y trouvez votre compte dans cette stratégie ? Nous, on y baigne depuis la création. Ça fait un peu plus de 11 ans que notre société est créée. Et on a démarré dès le début dans ce modèle-là, sans le savoir. C'était au départ un choix historique parce qu'on était deux dirigeants sur une ville différente. Puis au fur et à mesure, on a recruté sur Rennes, sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon, enfin sur diverses villes, mais tout sauf les villes où on était nous-mêmes, les créateurs. Et comme ça avait fonctionné entre nous, les deux créateurs, d'être sur deux villes différentes, naturellement, en fait, on a recruté. Et c'est au bout de quelques années qu'on s'est rendu compte qu'on était dans un modèle full remote, mais c'était pas forcément désiré. Et jusqu'à aujourd'hui, on se sentait un peu, les ovnis dans le monde du travail. Vous vous sentez moins seul là. Comment ? Vous vous sentez moins seul, forcément. Voilà, on se sent moins seul, effectivement, maintenant. Mais non, au départ, on était même honteux. On n'osait pas le dire qu'on était en télétravail, parce que ça pouvait faire petite société qui n'a pas pris les locaux, alors que c'était quelque chose dont on était fiers et qu'on revendiquait. Nous, on trouve ce modèle très performant, qui n'est pas donné à tout le monde, ça on peut en discuter après. Oui, bien sûr. Juste d'un mot quand même, on va parler des performances, on va parler des intérêts, parce que vous y trouvez votre compte, vous l'avez fait dès le début, avant le Covid. Mais juste d'un mot, ce rapport au travail qui est si particulier, qui est l'échange informel autour d'un café pour se raconter 2-3 petites blagues, même entre fondateurs et patrons, cette espèce de lien social qui se crée en dehors même du business, ça vous manque pas? Ou vous réussissez à le recréer quand même sous une autre forme? Alors, on ne va pas se le cacher, bien sûr qu'il est essentiel ce lien, on a besoin de voir des personnes et de créer du lien. Mais un des premiers critères pour recruter des personnes à distance, c'est d'être des personnes qui ont déjà une vie par ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas avec le boulot. Après, nous, au niveau de Bond, on va tout faire pour créer du lien. Ça, c'est un bon entretien. Vous avez une vie par ailleurs? C'est très drôle. Non, c'est ça, quand vous demandez à quelqu'un, vous avez une vie par ailleurs? Bah non, j'ai pas de vie. C'est très troublant ce que vous nous dites.
Alors, il ne faut pas le voir comme ça. C'est peut-être maladroit la manière dont je l'exprime. C'est plutôt que c'est important d'avoir des passions, d'avoir une vie sociale aussi par ailleurs. Il ne faut pas avoir que le boulot. Effectivement, même si on va tout faire pour créer du lien et avoir des liens sympas, et je pense que nos télétravailleurs, nos salariés peuvent en témoigner, qu'il y a une très bonne ambiance et qu'il y a des vrais liens qui se créent, on y arrive. C'est peut-être de ça dont il faudrait parler, c'est comment réussir à créer des liens en restant à distance. Je vous donne la parole parce que j'ai vu que vous aviez quand même une série de rituels. Ça vous a fait rire parce que est-ce que vous avez une vie à côté? Je taquine évidemment vraiment aimablement, mais il y a de ça quand même. Pour celui qui va devoir assumer du télétravail, il faut qu'il soit quand même bien planté au sol, qu'il soit bien dans ses chaussures quand même. Oui, mais là, Arnaud, vous touchez en fait du doigt l'isolement. L'isolement c'est un sujet auquel peut amener le télétravail. Mais moi, j'ai une question. Je vais prendre la place d'Arnaud 30 secondes. Toujours rêvé d'être journaliste. D'où travaillent vos salariés? Parce qu'ils ne travaillent pas forcément de chez eux. Ils travaillent d'où? Parce qu'en fait, le télétravail, ce n'est pas forcément du domicile. La grande majorité travaille bien de chez eux. On en a quelques-uns qui vont parfois aller dans des espaces de coworking, mais c'est vraiment ponctuel. C'est pas une grosse pratique de chez nous de favoriser le coworking, même si on n'est pas contre. Aujourd'hui, on arrive très bien à avoir nos télétravailleurs qui restent chez eux et qui ne souffrent pas d'isolement. Voilà. Alors, Sabine Parisis, un mot et plusieurs, DRH Défi, comment ça se passe chez vous? Alors d'abord, nous, on aime bien suivre nos invités au fil du temps. Vous étiez venu en visio, puis en présentiel, évoquer le fait que déjà des collaborateurs Défi étaient en télétravail quand vous étiez venu en plateau. Est-ce que vous avez, vous, en tant que DRH et membre de la NDRH, un petit tableau de bord pour nous dire, voilà, sur 60, 50 collaborateurs, j'en ai 10 qui ont été en difficulté, ou globalement, tout s'est très bien passé. Comment ça s'est passé? Oui, au début, au mois de novembre, on était 5% de personnes qui voulaient venir absolument en fait en présentiel. On l'a accepté. Aujourd'hui, on est plutôt à 15-20%, ce qui correspond finalement à des statistiques globales de 15% à 20% Je veux de salariés venir en souffrance. 5 jours sur 5 Oui. Non, du tout. Une journée. Non, mais c'est important absolument. de le préciser. Tout à fait, oui. Et nous, on est très précautionneux là-dessus. Justement, c'est très compliqué d'accompagner le salarié. Vous parliez d'isolement, en fait, en disant, non, en fait, vous ne pouvez pas venir tous les jours. Certains le souhaitent, en fait. C'est à la marge, hein. Mais en disant, mais moi, c'est mon lien social. Hein. C'est ce qu'on évoquait à l'instant. Ouais, c'est ce qu'évoque Anthony. C'est amusant. Non, il faut une vie à côté, Oui, bien sûr. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, des salariés qui, sans vous le dire, montrent une certaine souffrance, parce que quand ils vous réclament le fait de revenir dans l'entreprise, ça veut dire qu'ils ont besoin de recréer du lien. Mais ils ont pris peur dès le début en fait, du second confinement. Tout de suite, on se dit « Ah non, moi c'est hors de question, ça ne va pas fonctionner comme ça. Moi je veux tout de suite en fait une dérogation, je veux venir au moins 2 fois par semaine. » Et les arguments, parce que vous êtes la DRH, j'imagine que dans l'intimité de votre bureau, c'est quand même, c'est dit. C'est tout simplement effectivement de l'isolement. Je n'ai pas les conditions en fait suffisantes pour pouvoir travailler chez moi. J'ai de jeunes enfants, ça ne va pas être possible. Et puis j'ai besoin, j'espère pouvoir trouver d'autres collaborateurs avec lesquels pouvoir échanger, quoi. Et donc, pourtant, ça a été majeur. Sabrina Kemel. Et pourtant, lors du premier confinement... Là, c'est l'avocate ou la journaliste, là, je ne sais plus. Non, c'est un tout. C'est une globalité, c'est ça. Mais la citoyenne. Ce qui est étonnant, c'est que lors du premier confinement, on a observé justement le fait que les salariés, au départ, tout le monde était à peu près content en se disant télétravail, etc. Mais il y avait les enfants, je parle des enfants à la maison. Sur la première vague. Sur la première vague. Sur la deuxième vague, on n'a plus les enfants. Et pour autant, les salariés souhaitent revenir. Et moi, dans ma pratique au quotidien, j'observe que les accords télétravail qu'on a pu conclure, on n'en a conclu aucun 5 jours sur 5. Aucun. Et j'en ai conclu plus d'une quinzaine. Aucun. On est entre 2 et 3 jours par semaine. Le salarié choisit s'il le veut, parce que, rappelons-le, on est sur la base du volontariat. On ne peut pas imposer à un salarié du télétravail. Sauf circonstances exceptionnelles. D'accord. On l'a déterminé, nous. Parce que, excusez-moi, c'est compliqué quand le gouvernement tapait du poing sur la table en disant aux entreprises, puisque ça vous est arrivé aux oreilles, à la NDRH, ils ne font pas d'efforts, les salariés reviennent au travail. C'est quoi le droit? Qu'est-ce que dit le droit? Est-ce qu'un employeur, dans une crise sanitaire aussi grave, peut obliger un salarié à rester à distance? En cas de circonstances exceptionnelles, donc lors de la première vague, on avait ces circonstances exceptionnelles. Lors de la seconde vague, et là ce qu'on est en train de vivre actuellement, ces circonstances exceptionnelles, pour moi, elles n'existent plus, puisque justement la vie quand même a repris son cours, l'économie a repris son cours, fort heureusement. Les écoles ont réouvert, donc... Voilà, tout a réouvert, mais ce qui a posé une difficulté, je crois, c'est le langage, à un moment, le discours du gouvernement qui a été, tout le monde en télétravail, là très récemment. Oui. C'est pas jouable, ça. Alors que tout avait repris, et
si vous voulez, tout cela n'avait pas de portée normative, il n'y avait pas d'obligation pour les entreprises. C'est pour ça qu'on a entendu d'ailleurs Elisabeth Borne qui a fait des descentes, entre guillemets, au sein de certaines entreprises pour voir si les gens étaient en télétravail. Mais qu'est-ce que risquaient les employeurs ? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on risque ? Rien. Parce qu'il n'y a pas de loi, en fait. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Il y a un vide. Il y a un vide juridique. Et l'ANI ne peut pas le combler puisque c'est un avis, un accord non contraignant, on est bien d'accord. Non contraignant et non prescriptif. Donc ça n'a pas été inscrit dans la loi. La loi n'a pas été modifiée. Donc l'employeur ne risque rien lorsque, globalement, il accueille des salariés alors qu'on lui a dit de ne pas le faire. Eh bien, il ne risque rien. Alors après, là, le terrain qui est un peu plus sensible, c'est l'obligation de prévention de l'employeur. C'est ça. Ou si vous faites revenir 100 salariés sur 100 postes. Sans gel, sans masque, etc. Bon, quand vous faites revenir dans une boîte qui fait 1000 mètres carrés, vous avez 30 salariés qui viennent chaque jour. Bon, je dis, vous risquez rien. Mais juste, Anthony, excusez-moi de faire de la sociologie, on est dans une émission RH emploi, donc je sors un peu, mais encore que c'est très très lié. C'est vrai que l'image du chef d'entreprise, c'est un peu la puissance de Ford dans ces énormes ateliers où il y avait des centaines de salariés, voire des milliers de salariés. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? Le rapport du patron à ses collaborateurs qui sont un petit peu comme ça, comme des petits oisillons, tous assis, c'est fini ça ? Est-ce que c'est en train de disparaître, justement, ce rapport-là même d'ailleurs ? Je me ressens vraiment pas dans ce discours-là. Bien sûr. D'avoir les patrons et les oisillons autour. On est dans un modèle, nous, je ne vais pas dire d'entreprise libérée, mais on essaie de faire en sorte d'être le plus proche possible de nos collaborateurs. Et la frontière est très poreuse. Et je pense, notamment en étant en télétravail avec de la distance, la création du lien entre les patrons et les collaborateurs et entre les collaborateurs, elle est clé. C'est ça notre ciment. On n'a pas de local, mais tout se crée avec le lien qu'on va réussir à créer à distance. Voilà, donc, comment vous faites ? Juste parce qu'on va avoir des témoignages à la fois de Sabrina et de la NDRH et de Sabine, mais comment vous faites, vous, concrètement ? Parce que c'est pas simple. Alors déjà, je me permets de préciser parce que toute cette crise de Covid, toute cette période de confinement n'a pas fait une bonne pub au full remote. Pour nous, c'est pas évident aussi. Depuis l'année 2020 n'a pas été facile à vivre parce que faire du full remote, qu'on peut pas aller faire un restaurant, qu'on peut pas aller voir ses amis ou sa famille, c'est très dur aussi, comme vous tous. Ça revient à votre question. Avez-vous une vie à côté ? Vous voyez, ça renvoie à ça. Et là, c'est subi. Exactement. On a connu les mêmes problèmes. Enfin, ça n'a pas fait une bonne pub au télétravail. Peut-être que ça a forcé tout le monde à s'y mettre, mais j'aurais préféré faire la promo du télétravail dans un autre contexte. Ouais, voilà. Mais parmi ceux qui l'ont exercé, ceux qui n'ont pas d'enfants, en bas âge en tout cas, il y en a certains qui ont éprouvé beaucoup de plaisir, qui se sont rendus compte de tous les avantages, qu'ils pouvaient être plus près de leur famille, de leur compagne, qui pouvaient faire plus de sport même à la maison, qui ne perdaient pas 2 heures dans le transport. Bon, il y a ce petit côté positif. Voilà. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait pour créer du lien et réussir à créer une vraie vie d'entreprise ? Déjà, il y a quelque chose de clé, c'est être bien outillé. Avoir un outil comme Slack, une messagerie, voilà, ça c'est notre premier bureau virtuel déjà. Avoir des outils de visio de qualité, là, on utilise Skype par exemple ici, chez nous on utilise Zoom, et on impose la vidéo. On ne peut pas faire d'échange sans webcam. Ça, je sais que c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup. On voit des personnes sans imposer, c'est-à-dire vous le patron Anthony, parce que vous êtes le patron, vous dites, vous vous cachez pas derrière un écran noir. On se parle, on discute. Jamais. Voilà, c'est ça. Jamais. Ouais. Jamais. Ça, c'est une règle. Il faut vraiment qu'il y ait un problème qu'on ne puisse pas l'activer. Et moi, personnellement, quand je fais des échanges avec des prospects, des clients qui ne mettent pas la webcam, je vais essayer d'inciter gentiment pour qu'ils la mettent, parce que ça change tout l'échange. Évidemment, il y a du téléphone, il y a du visuel, c'est très différent. Je donne la parole à Sabine. Comment ça se passe chez vous, justement, ce lien, les outils que vous mettez en place et le fait que c'est quand même beaucoup dans la culture de l'entreprise. Si le patron, si le DRH ont un discours proactif sur le télétravail, c'est pas pareil que des gens qui traînent les pieds en disant c'est pas pratique, ça marche pas. Enfin, il y a quand même toute une manière. Ils sont pas là. Et puis j'ai pas le document. Vous voyez tout ce qui contribue finalement
à créer pas une bonne ambiance dans l'entreprise et qui contribue à faire croire que le télétravail, c'est pas terrible. Vous êtes où, vous? Non, Comment vous vous situez? Le rapport de confiance, il était majeur. C'est important. Évidemment. Donc ça, on l'a mis dès le début parce qu'on a dit c'est la règle du jeu. Donc on va se faire confiance. On travaille également sur Slack et sur Zoom de la même manière. Voilà. On s'est vite structuré également. Et puis on a fait ce choix, contrairement à d'autres sociétés qui ont dit chouette, on va faire des économies. Nous, c'est le contraire. On a investi, on a pensé différemment en fait nos espaces de travail. On les a pensés un peu comme du coworking en disant ok, alors vous venez en fait en présence. Qu'est-ce que je vous propose moi employeur? Parce que si je suis toute la journée en fait derrière mon bureau et en fait en plus j'ai même pas le droit de déjeuner avec mes collègues, c'est quoi mon expérience à la fin de la journée? Il n'y en a pas. Ouais, et donc, du coup, on a fait ce choix de dire, OK, alors, en fait, quand tu viens, on va penser différemment, en fait, les espaces de travail. On est là, parce qu'on disait, c'est sur la base du volontariat. Donc, je viens, qu'est-ce que je trouve, moi, salarié? Je vais trouver mes collègues, je vais pouvoir réfléchir avec eux, je vais être formée, etc. Par exemple, on parlait, très justement, sur la résolution des conflits. Il n'y a rien de mieux, en fait, de pouvoir se voir, quoi. C'est très compliqué, et je suis d'accord. Alors, je sais que, normalement, on n'a pas le droit d'imposer, il me semble bien, on n'a pas le droit d'imposer la caméra. Et n'empêche, ce rapport de confiance, il me semble l'avoir lu. Ouais. Et évidemment, c'est ce rapport de confiance en disant on ne va pas te juger, mais c'est mieux de se voir. Parler, quoi. Et au bout d'un moment, on se rencontre, en fait, si vraiment c'est compliqué. Oui, il est quand même utile parfois de se rencontrer. Oui, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça puisse marcher. Donc si on ne se voit pas, ça ne marchera pas. Mais vous qui avez signé des accords avec des entreprises, est-ce que ce rapport un peu sociologique qui déstructure un peu ce rapport classique d'un manager qui vient vérifier au-dessus de l'épaule d'un collaborateur, tout ça est totalement déstructuré avec le télétravail? Ça repense même le rapport de la hiérarchie, j'ai le sentiment. Bien sûr, et l'autonomie du salarié. Ça repense le rapport de la hiérarchie, ça repense même la définition même du salariat, en fait. Ben ouais. Bien sûr, et je pense qu'on est au début. Vous voyez, et qu'on n'a pas encore anticipé tout ce qui allait arriver. Aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a des offres d'emploi qui commencent à émerger. 3 jours sur site, 2 jours en télétravail. Oui, j'ai vu ça, c'est écrit, c'est net. Voilà, c'est net, vous avez ce type d'offres qui arrive. Et c'est vrai, moi je rejoins ce qui est dit, le télétravail, ça permet un meilleur équilibre vie pro, vie perso, et c'est très important. Mais à l'inverse, on a quand même aussi vu, moi je l'ai constaté dans ma pratique, des dérives, une hyper-connectivité, un management qui est devenu un management étouffant. Étouffant parce qu'on n'a pas appris aux managers. Donc tous les quarts d'heure, c'est le mail. Facile, je veux dire, d'être manager à distance, ça s'apprend. Donc on a des formations aussi, bien sûr, des formations pratiques pour apprendre comment travailler à distance, comment travailler ensemble et comment donner des directives à distance. Parce qu'on a quand même vu des managers qui demandaient à des salariés de se connecter toutes les heures. J'ai vu ça. Pour vérifier. C'est vous qu'en parliez d'ailleurs. Bien sûr, mais je l'ai vu. Et puis ça a aussi tout ce télétravail. Pour garder ce lien. Ce lien, pour garder ce pouvoir de contrôle qu'on aime tant, en fait. Il faut dire. Qui donne le sens au manager, en quelque sorte. Un peu le sens de sa vie. Oui, mais ce qui est dommage, parce qu'on travaille, en fait, je crois que les salariés on travaille les uns avec les autres. Bien sûr. Et donc la base, c'est la confiance. La base, c'est la confiance. Mais c'est accepter que les salariés soient plus autonomes. Est-ce que vous avez eu, et je poserai la question à Anthony, qui lui était déjà lancé depuis longtemps, mais est-ce que chez vous, chez FI, vous avez eu le sentiment que des salariés prenaient plus d'initiatives parce que justement, on les rendait plus autonomes? Oui. Ils prennent plus d'initiatives. Alors, vous donnez un exemple très précis. Moi, je pense aussi à des collaborateurs qui sont des commerciaux sédentaires. Et quand il y a le manager à côté, quand vous avez votre discours, en fait, qu'il faut repenser, le manager qui arrive tout de suite en donnant des conseils après l'appel, c'est quand même sympa, quoi. Tandis que là, vous êtes obligé de pratiquer à distance de la double écoute, d'être plus proche de votre collaborateur. Je comprends que ça puisse mettre aussi en incompréhension. Mais ça, vous l'avez entendu, vous, dans votre entreprise, des managers qui vous disent, attends, c'est hyper compliqué de pouvoir avoir un contrôle. À 93%, justement, dans les enquêtes à NDRH qui sont relevés, c'est majeur, c'est l'enjeu en fait qu'on a aujourd'hui d'accompagnement en fait de ces managers et aussi des collaborateurs sur je suis un peu trop surveillé. Non, en fait, on t'accompagne, on va t'expliquer et c'est pour ça le rapport à confiance, c'est pas un gros mot, mais enfin n'empêche, ça part par ça, ça commence par ça en fait dès le début en fait dans les rapports avec les collaborateurs. La confiance, Anthony. Vous êtes une start-up, une entreprise en développement qui marche bien, mais comment ça se passe, la gestion, je dirais, et le contrôle? Parce que souvent, l'entreprise, c'est ça, j'ai un chef qui contrôle, qui va vérifier si j'ai bien fait mon travail, tout sera indexé aussi sur le bilan annuel pour mon salaire, enfin, tout ça. Comment ça se passe chez vous et quelle est votre philosophie après tout? Alors, le maître mot, c'est effectivement la confiance pour travailler à distance. Alors, la webcam n'est pas là pour vérifier qu'il n'est pas sur la plage ou dans un café. ça, c'est pour créer le lien. Mais si jamais on ne sait pas faire confiance à ses collaborateurs, on ne peut pas travailler à distance correctement. Ça mettra tout de suite une ambiance compliquée. Ce qu'on va nous privilégier, c'est la culture du résultat.
la culture du résultat avant tout, et surtout après une certaine sélection aussi des collaborateurs avec qui on va bien travailler. On veut des gens proactifs, on veut des gens responsables, on veut des gens passionnés. Et bien sûr, après tout ça, ça passe par la confiance, mais il y a aussi des tempéraments. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler à distance. Il y a des gens qui ont besoin d'être à côté d'autres collègues, se sentir regardés pour travailler. Et malheureusement, avec le contexte actuel, ces personnes-là doivent apprendre, malgré leurs appétences à travailler à distance, à le faire. Donc, ce que nous dit Anthony, pour terminer l'émission quand même, c'est que vous êtes des RH et vous êtes dans le recrutement aussi, vous êtes en prospective. On est en train de fabriquer un nouveau profil de salariés, c'est-à-dire que... Des soft skills. Des soft skills, des salariés qui étaient très collègues, on déjeune le midi, ça n'existe plus. Mais c'est maintenant des salariés plus autonomes, qui sont capables d'être très à distance. C'est d'autres personnalités que vous avez recrutées finalement. C'est une attention que je dois avoir en disant, oh là j'ai un candidat, pour lui c'est hyper important ce rapport au lien social. Mais là, je vois comment je l'accompagne. Mais si on part du postulat en fait qu'on est sur un modèle hybride et vraiment tend vers un 2 jours en fait en présence, mais là la transformation on y est déjà. C'est ce que vous dites. De toute façon, nous on continue à recruter beaucoup. Le sujet du télétravail est déjà évoqué. J'ai des collaborateurs aujourd'hui qui ont déjà bougé, qui sont partis en province, et j'ai aussi des candidats que j'ai au téléphone. Ça m'a prise au dépourvu, mais c'est la réalité qui, à la fin en fait de l'entretien, ils ont fait du télétravail, non, et qui me disent, au fait, j'habite Nantes, ça pose un problème ? Non. Ça pose pas de problème. Oui, donc vous aussi, vous êtes obligé de muter. J'ai pas évoqué, Sabrina Kamel, les 60% de femmes, l'augmentation de 60% des femmes qui ont subi des coups pendant ces périodes de confinement, parce que c'est un peu le revers de la médaille, ce qui nous amène à réfléchir au lieu tiers, c'est-à-dire la possibilité pour un collaborateur de ne pas être sur le lieu de travail, mais d'être dans un lieu, je dirais, structuré, qu'on appelle le lieu tiers. Parce qu'il y a eu des femmes qui se sont retrouvées à avoir des charges mentales supérieures et à recevoir des coups, puisque c'est les derniers chiffres qui ont été présentés par Marlène Schiappa. Oui, tout à fait. Puis au-delà de ça, il y a tout simplement des gens qui ne veulent pas travailler de chez eux pour diverses raisons. Et donc, ces fameux lieux tiers qui se développent, où on peut partager des bureaux, on peut avoir un bureau seul. Mais en tout cas, voilà, on est au contact. Mais il se recrée du lien dans les lieux tiers. Il se crée du lien, on rencontre de nouvelles personnes. Les uns chez les autres aussi. Et c'est hyper bien fait. Ils sont hyper bien faits. Alors moi, je suis partie en visiter quelques-uns, c'est super. Les lieux tiers, c'est ce qu'on appelle le coworking. Ce sont des espaces dédiés qui sont des petits cocons. C'est vrai que pour certains, c'est très agréable d'aller y travailler. Et vous pensez que c'est un avenir, ça a un avenir, ces lieux tiers? Et je poserai la question à Anthony aussi, pour justement trouver le juste milieu entre la maison, où on ne s'y sent pas forcément très bien, c'est trop petit, et l'entreprise, où on vous dit, faut pas y revenir, parce que sinon, on est contaminé. Moi, je le pense. Et il suffit d'ailleurs de lever la tête quand on se balade dans les rues de Paris pour s'apercevoir. Ça se développe. Ça se développe. C'est colossal. Incroyable, on en voit partout. Il y avait WeWork, on a d'autres sociétés qui sont venues sur ce plateau nous présenter leurs lieux. Les lieux tiers, vous les favorisez pour des salariés à qui vous êtes dans l'obligation d'expliquer qu'il ne peut pas venir pendant 5 jours et qu'il a, par exemple, dans son arrondissement, dans son quartier, dans sa ville, un lieu tiers. Il n'y a pas de demande aujourd'hui vous n'en avez pas pour avoir un 5 jours. Non. 3 jours chez eux, et 2 jours sur site. Sachant qu'encore une fois, on a recréé, repensé en fait nos espaces de travail, et donc on y répond totalement. Avant de nous quitter, on recrée pendant ces 2 jours du lien social dans l'entreprise. Vous avez pensé à réduire vos locaux? Non. Non, mais c'est une question. Parce que jamais. Et en plus, surtout pas. Non, surtout pas. C'est la juriste qui parle. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a beaucoup parlé de cette indemnité d'occupation. Exact. Qui pèse lourd. Pas due. Mais en fait, cette indemnité d'occupation, dès lors que vous avez un local à disposition du salarié, elle n'est pas due. Si vous n'avez plus de local à disposition du salarié, elle est due. Donc après, c'est une question de coût. Il faut calculer. Mais il faut voir. Le salarié peut pouvoir revendiquer l'idée qu'il peut avoir un salaire supplémentaire puisqu'il occupe un espace, d'ailleurs, qui pose un problème de droit, c'est pas résolu, sur la CFE, la contribution foncière. Est-ce que le salarié sera dans l'obligation de payer une contribution foncière en travaillant chez lui? Je l'espère pas. Vous vous rendez compte? Une taxe d'habitation supplémentaire ou une contribution foncière? Je l'imagine pas, non. Et en tout cas, si tel devait être le cas, ce sera la charge de l'employeur. Mais on en viendrait au fait, oui, mais c'est comme si sur la base du volontariat, c'est le salarié qui décide. Et donc. Eh oui. Mais de toute façon, on parle de la CFE et puis dans quelques temps, vous verrez, on parlera aussi d'autres choses parce que les espaces de coworking, etc., ça va aussi mettre sur la table le terrain des accidents du travail. Exactement. Qui est responsable, l'employeur ou celui qui accueille le lieu tiers? C'est une question. Mais bien sûr, vous reviendrez nous en parler. Il va y avoir toutes ces questions. Anthony, fier d'être en full remote, d'avoir été un peu un militant de la cause avant de nous quitter? Toujours, très fier et pas
de présenter le modèle en ce moment dans le contexte, mais on est des fervents promoteurs et n'hésitez pas à nous réinviter, on sera content d'en parler. Voilà, c'est bien ça. Bund Manager, on est d'accord, je l'ai bien dit. Parfait, très bien. C'est formidable. Voilà, j'ai bien terminé. J'avais mal commencé. Sabrina Kamel, merci d'être venue nous rendre visite. Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. Et puis Sabine Parisis. Alors, Parisis ou Parisi ? Parisis. Parisis, vous voyez, je l'ai dit une fois sur deux en hésitant, comme ça je me suis trompé que 50% du temps. DRH Défi est présidente du groupe ANDRH Neuilly-le-Valois-Clichy. Je précise que la NDRH va sortir un rapport le 26 ou le 28 qui est très attendu, qui est un travail qui est souvent passionnant sur justement la relation des DRH avec leurs collaborateurs. On en parlera sur ce plateau évidemment. C'est bientôt fini, fenêtre sur l'emploi. On s'intéresse à une entreprise de recrutement aujourd'hui qui a décidé de recruter et de former derrière. Ça c'est très intéressant. On l'accueille. Fenêtre sur l'emploi vous est présenté par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique. Vous allez voir avec un cabinet de recrutement qui a décidé un petit peu d'inverser ce qu'on connaît d'habitude. Michel Seban, bonjour, vous êtes le PDG du groupe Fitech. Vous avez été créé en 89, vous êtes une entreprise qui a quand même quelques années, quelques heures de vol. Vous êtes spécialisé dans la formation informatique et technique, l'ingénierie pédagogique et de la formation tutorée. Et vous avez décidé, ça c'est très intéressant, d'habitude, on se forme, puis ensuite, on se dit, maintenant que je suis formé, je vais aller pousser à la porte des cabinets de recrutement. Vous avez dit non, nous on ne fait pas ça. On recrute, et après on forme. On fait recruter. On fait recruter. Racontez-moi. C'est tout simple. On a décidé que la formation pour nous, c'est pour l'emploi et pour un avenir professionnel. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas former pour l'emploi sans mettre le recruteur au centre du dispositif. Et le point de départ, nous, c'est l'intention d'embauche. C'est de là qu'on part. On va chercher des intentions d'embauche sur des métiers en tension, de l'IT finalement. Et informatique, data. Une fois qu'on a un certain nombre d'intentions d'embauche, on va chercher des candidats. On va les présenter aux recruteurs, qui vont les choisir. Enfin, choisir ceux avec qui ils ont envie de bosser, non pas sur leurs compétences proprement dit, puisqu'ils ne savent pas encore faire le job, mais sur l'envie de travailler avec eux. Ça veut dire que l'entreprise sait que le type que vous lui amenez, pour le dire simplement, n'est pas compétent. Il est pas mal, mais il n'a pas les compétences. Il ne sait pas faire le job. D'accord. Mais il saura le faire au moment où il rentrera dans l'entreprise. Parce que vous l'avez senti ça. Parce que vous sentez que le profil... Non, enfin, c'est au recruteur de le sentir. Nous, on lui présente des candidats qui ont les bons prérequis. C'est ça, les prérequis. Mais le recruteur a donc à sa disposition un candidat en face de lui et un plan de formation ad hoc qui correspond au métier cible vers lequel il a besoin du candidat. Et vous lui dites sur 6 mois, 1 an Alors, on a 2 formules en fonction des gens. Soit les candidats sont des demandeurs d'emploi, et là, on a un module très compact sur 3 mois. Donc en 3 mois, on lui apprend à faire le job. Très intense. Donc on met dans la formation ce qu'il n'a pas en prérequis. Donc la formation est complètement ciblée sur le métier. 3 mois, si on va à l'école, là, excusez-moi, c'est tous les jours. Voilà, 3 mois. Là, c'est dense, hein. Voilà, là, c'est intense, mais parce qu'un demandeur d'emploi, il a besoin de retravailler vite. Vite, oui, bien sûr. Il n'est pas étudiant, il a déjà un parcours, c'est juste une reconversion. Ça lui permet ce que nous, on appelle le reskilling, de se remettre en compétence. Je n'osais pas le dire, le reskilling. Oui. Donc ça, c'est le profil demandeur d'emploi rapide. Et puis après, vous avez le profil de celui qui est cadre. Le jeune diplômé qui sort de l'école et qui n'a pas trouvé de job. Souvent, c'est parce qu'il n'a pas un métier. Il a un diplôme, il a une formation générale, mais il lui manque un métier, un savoir-faire. Et donc, celui-là, il va rentrer en apprentissage. Et là, sur un apprentissage d'1 an, en alternance, avec une grosse partie au départ. Donc là, c'est la formule de l'apprentissage, un employeur et une école. Voilà, et ça marche. Lui, il a directement un contrat de travail. Alors que le demandeur d'emploi a une promesse d'embauche et il aura un CDI à la fin de la formation. Donc ça veut dire que la personne qui vient, là, qui passe à travers votre structure Fitech, il fait sa formation à fond, il la bosse, et au bout, vous lui garantissez le CDI. Moi, je ne garantis pas, c'est l'employeur qui l'a choisi. Vous faites le go-between, mais en tout cas, En fait, on est le mythique de la formation, de l'emploi. C'est-à-dire qu'on met en relation des employeurs et des candidats, mais non pas des candidats compétents, mais des candidats potentiels, sur des métiers où il n'y a pas de candidats compétents. Si le recruteur veut un candidat compétent, qu'il le forme. Il faut soit qu'il le fabrique, qu'on le forme avec lui, soit qu'il aille le chasser. Ouais, Michel Seban, ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que dans les métiers, en tout cas le secteur dans lequel vous êtes, il y a quand même un vide de recrutement. On cherche des candidats. Les entreprises sont affamées de gens de la tech et de la data, mais ils ne les trouvent pas, on est d'accord. C'est ce qu'on dit aux entreprises. On leur dit, si vous ne trouvez pas le candidat que vous cherchez,
on n'est pas plus intelligent que vous, on ne va pas le trouver non plus, mais on va le fabriquer. Oui, en fait, parce que c'est intéressant chez les recruteurs, peut-être que Sabine Parisis pourrait dire un mot, parce qu'elle fait du recrutement, des RH d'une entreprise qui recrute. Quand même, le recruteur, vous les rencontrez, il cherche le mouton à 5 pattes. Voilà. C'est-à-dire pas cher, jeune, super diplômé. C'est ça un peu l'idée quand même, non? Exactement. Et nous, Lydie, vous dites, attendez, calmez-vous, on va vous aider. Vous l'avez pas, on ne l'a pas non plus, mais par contre, nous, on va vous présenter de très beaux moutons à 4 pattes. À 4 pattes, c'est bien et on déjà. va leur greffer une 5e. Une 5e patte, ah oui, d'accord. C'est ça le truc. D'accord. C'est qu'à la fin, quand vous le recrutez, ça sera un mouton à 5 pattes. Ouais, bien sûr. Parce qu'on vous l'aura présenté comme mouton à 4 pattes, mais la formation lui greffera la 5e patte. La 5e patte. Vous en pensez quoi de cette idée du red skilling? Plein de questions, questions évidemment. Ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est un pari, vous avez des partenariats en fait avec les entreprises. Alors, c'est intéressant, ça veut dire que c'est quelque chose que je ne peux pas moi prendre en charge en termes de formation, et donc je vous fais confiance, quoi. Voilà, mais vous n'allez pas me faire quoi, c'est vous qui choisissez le candidat. Nous, on vous présente juste des candidats motivés, disponibles, qui sont venus nous voir en disant je veux être consultant. Reconnaissez qu'il faut quand même que Sabine Parisis vous fasse confiance sur les prérequis que vous avez choisis. C'est elle qui nous les donne. Elle vous les donne. Donc en fait, vous êtes une bouteille vide. Vous me dites quel type de formation initiale vous voulez, quel type de profil, combien d'années d'expérience. Ouais, en fait, tu as une clé en main en fait. Voilà, et on va vous présenter des candidats qui correspondent à ça. La formation, certes, amène une compétence, mais je ne suis pas certaine de la performance en fait. Parce que même si vous êtes formé au bout de 3 mois, est-ce qu'il y a un diplôme aussi? Oui, bien sûr, il y a une certification, il y a une soutenance, vous le verrez en action avant de l'embaucher. Et c'est une promesse d'embauche conditionnée, parce que vous aussi, vous faites le pari. Vous dites aux jeunes ou moins jeunes, vous lui dites, voilà. C'est toujours un pari. Hein. Je fais toujours un pari. Mais par rapport à une promesse d'embauche classique, une promesse d'embauche classique, c'est, je l'ai vu, tel que tu es, je t'embauche. Alors que nous, c'est, je mise sur toi. Suis la formation. Si à la fin de la formation, tu montres que tu as la maîtrise de la compétence que je recherche, là, je Michel Seban, si ce garçon, en l'occurrence ce demandeur d'emploi, quel que soit son âge, n'a pas le diplôme ou en tout cas la certification, est-ce que ça remet en question? Parce que Sabine, au bout, va vous dire, attendez, moi je vois quelqu'un qui au bout de 3 mois n'a pas acquis le niveau. C'est votre choix. C'est une histoire entre vous et lui. Il peut très bien réussir sa formation et vous dire que ça colle pas. Il y a quelque chose qui manque ou qui cloche. Peut-être, ou il peut rater sa certification, entre guillemets, mais ça n'arrive quasiment jamais, parce qu'il va la repasser. Il peut rater sa certification, et quand même, vous dites, mais quand même, il a un mindset, il a un état d'esprit que je veux avoir dans mes équipes. C'est ça, c'est l'attitude. Ça permet aux recruteurs de recruter non pas sur la compétence, sur le fait qu'il y a marqué Java sur son CV, mais sur le fait que vous avez envie de travailler avec lui, c'est tout. Oui, c'est évident. Sabine, un mot. Je vous embête évidemment parce que vous faites challenger, c'est normal. Alternants, bien sûr qu'on recrute, même s'ils n'ont pas eu leur diplôme, mais voilà, on leur fait confiance. Vous le sentez, quoi. Avec eux. Bien sûr, on ne fait pas que le sentir. C'est-à-dire que quand même, on a de bonnes techniques aussi où on sait si effectivement le collaborateur va pouvoir bien s'épanouir dans la société, quoi. Voilà. Un dernier mot, Michel. On a 97% de retour à l'emploi, donc ça veut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne bien, puisque sinon c'est qu'on s'est tous trompés. Nous à la sélection, vous à la promesse d'embauche. Lui, sur son choix, on est 3 à se tromper. C'est intéressant. C'est beaucoup. C'est une chaîne d'erreurs, ça ne marche pas. Voilà, c'est une erreur qui n'arrive quasiment jamais. Alors il s'est passé quelque chose dans la formation. Passionnant votre modèle, passionnant, très intéressant. Il faudrait venir en refaire une émission, même à travers les demandeurs d'emploi, parce qu'on est une émission RH Emploi. Merci Michel Seban d'être venu. C'est moi. Vous êtes le PDG du groupe Fitech. Vous avez créé cette société en 89 et vous êtes venu nous en expliquer la technique, l'esprit. Voilà. Merci à vous, Sabine Parisis, d'être restée jusqu'au bout de l'émission. Merci à vous qui nous regardez. Merci à Kylian Soula à la réalisation et puis nos amis du son, évidemment, que je n'oublie pas, Fanny Griesmer, incontournable. On se retrouve demain et on va parler, je vous l'ai dit, des conseils d'administration et de la parité. Ah bah oui, est-ce qu'il y a assez de femmes dans les conseils d'administration du CAC 40 ? Peut-être qu'il y a une loi qui, évidemment, l'a fait voter. On vérifiera. Je serai là demain et en direct, bien sûr. Bonne journée.